Visite surprise du secrétaire d'État américain George Shultz au Nicaragua. C'est le premier contact à haut niveau entre Washington et le régime sandiniste depuis 3 ans. Une tournée officielle contestée. Le Premier ministre de l'Afrique du Sud est à Londres. Manifestation aujourd'hui de plusieurs milliers de personnes contre l'apartheid. Première grande course de la saison de voile. Départ aujourd'hui à Plymouth de la Transat en solitaire. Roland Garros, Yannick Noah qualifié pour les 8e de finale, ainsi que Connors, Higueras et Sundström. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un exploit qui a eu lieu cet après-midi dans un gymnase de Saint-Denis en région parisienne. Un exploit qui, à moins de 2 mois des Jeux Olympiques, fait d'autant plus regretter l'absence des Soviétiques à Los Angeles. En effet, cet après-midi, le Soviétique Sergueï Bubka a réussi un bond de 5,87 m à la perche, battant de 2 cm son propre record du monde. Olivier Ray. Il y a tout juste une semaine en Tchécoslovaquie, Sergueï Bubka battait le record du monde de saut à la perche avec un saut de 5,85 m, dépossédant le Français Thierry Vigneron, détenteur du record avec 5,83 m. Cet après-midi, à l'occasion du meeting international de Saint-Denis, le jeune perchiste soviétique a réussi l'exploit de battre pour la 2e fois le record du monde. Après un premier essai raté à 5,87 m, sous le regard de Thierry Vigneron, l'ancien recordman du monde, le soviétique Bubka s'élance pour son 2e essai. Une course d'élan impeccable, un bon appel, et Bubka passe largement au-dessous de la barre. 5,87 m. Mieux encore, car après contrôle, les juges annoncent que la barre a été placée à 5,88 m. Un petit centimètre en plus. En une semaine, Bubka améliore le record du monde de 5 cm. Une superbe performance pour cet athlète de 20 ans qui se déclarait surpris de sa réussite. Je ne pensais pas être capable de sauter si haut, car je suis en période de préparation. Je regrette bien sûr de ne pas participer aux Jeux Olympiques, mais c'est une décision de mon gouvernement et moi, je ne fais pas de politique, devait-il ajouter. Dans le coin français, déception, puisque Thierry Vigneron n'a pu franchir que 5,60 m pour se classer 3e de ce concours. Mais les Français ne pouvaient que reconnaître le grand talent de Bubka. Je pense qu'il a les moyens d'amener le record du monde à 5,90 et plus, mais il n'est pas le seul. Quand on voit l'hiver prodigieux qu'ont fait les sauteurs à la perche français, quand on voit ce qu'ils représentent et l'investissement qu'ils ont créé, je crois qu'ils sont de taille à lutter. Maintenant, c'est une certitude, sans Bubka, le concours du saut à la perche aux Jeux de Los Angeles perd une bonne partie de son intérêt. Ils étaient 92 à piaffer dans le vent en fin de matinée à Plymouth en Grande-Bretagne. 57 monocoques, 22 trimarans et 13 catamarans qui sont partis pour la première grande course de la saison, la Transat anglaise en solitaire. Parmi eux, de véritables monstres des mers. Jean Mamère. 13h15 ce matin, en baie de Plymouth, les 92 concurrents, ballottés par une forte houle et un vent de force 4 à 5, attendent le départ. D'un côté de la ligne, tous regroupés, les monocoques. Ils sont au nombre de 55. Pour eux, la course en fait n'est qu'un prétexte. Ils vont traverser l'Atlantique, mais n'ont aucune chance de l'emporter. Ils ne peuvent rien face aux 37 catamarans et trimarans géants éparpillés à l'autre bout de la baie. Car pour éviter toute collision au départ, les organisateurs ont préféré séparer les petits et les grands. Pas de surprise au coup de canon, puisque le petit catamaran de Loïc Perron occupe ce soir la 3e place du classement. Il se trouve à quelques milles seulement, derrière un autre bateau du même type, celui de Patrick Morvan, le tout récent recordman de la traversée d'Atlantique. Les favoris, sur leur folle machine, sont donc déjà devant. Mais le premier ce soir, c'est un Américain, inconnu des grandes courses au large, Hugh McCoy. Il court lui aussi sur un catamaran grand et léger. Position provisoire bien sûr, car il reste encore 3000 milles à parcourir pour atteindre Newport. Dès demain vont se poser les choix tactiques. Il faudra éviter l'anticyclone au-dessus de l'Atlantique Nord, puis ce seront les icebergs. Une course qui, une nouvelle fois, risque de nous réserver bien des surprises. Éric Tabarly, qui est dans la course, est le seul à avoir gagné déjà 2 fois cette épreuve.
Du sport encore, il y en a beaucoup dans l'actualité ce soir. Du sport et un temps clément à Roland-Garros qui connaissait l'affluence des grands jours. Yannick Noah s'est qualifié pour les huitièmes de finale, mais les deux grands moments de la journée furent le difficile duel de Jimmy Connors contre un jeune Argentin pratiquement inconnu et la qualification à l'arraché de Sundström. Daniel Casal. La révélation de cette journée, un Argentin a disparu rapidement, Guillermo Vilas, un autre arrive, il s'appelle Martin Reite, il a 20 ans et il a fait souffrir Jimmy Connors. Jimmy Connors n'a pas très bien joué cet après-midi, mais lorsqu'il a fallu réagir sur les points importants, Connors était là, il se qualifie pour les huitièmes de finale en 4-7, 4-6, 6-4, 6-3, 6-1. Pour Yannick Noah, plus ça va, mieux ça va. L'Australien Frawley n'est que le 103e mondial, une occasion pour travailler la concentration. Plus le match est facile, plus c'est difficile. Ça s'est bien passé, je suis tout à fait satisfait de mon service, qui reste une de mon arme favorite, et lorsqu'il passe comme aujourd'hui, je peux n'être que satisfait. La preuve, à 5-1 dans le premier set, Yannick Noah aligne 3 aces de suite, c'est bon signe, score final, 6-1, 6-4, 6-3. Quant à Ivan Lendl, de plus en plus courtois et souriant, il retrouvait McNamee, le tombeur d'Henri Lecomte. Décidément, à Roland-Garros, tout va bien pour les têtes de série. Lendl gagne en 3-7, 6-1, 7-5, 6-4. En ce moment, l'autre Français qui reste en compétition, Thierry Tulan, affronte le Suédois Mats Wilander. Nous retrouverons Roger Zabel avant la fin de ce journal pour voir où ils en sont. L'actualité internationale ce soir, c'est d'abord une longue rencontre impromptue la nuit dernière au Nicaragua entre le secrétaire d'État américain George Shultz et le numéro 1 du régime sandiniste Daniel Ortega. Monsieur Shultz, qui avait assisté au Salvador à la prestation de serment du nouveau président Napoléon Duarte, est donc allé rencontrer sur son terrain le régime qui, depuis 3 ans, par sa nature et par son action, fait de l'Amérique centrale un cauchemar pour l'administration Reagan. Bernard Benyamin. Des discussions tranquilles, directes, franches et utiles, les adjectifs abondent dans le communiqué officiel pour qualifier cette rencontre tout à fait surprenante entre George Shultz et Daniel Ortega qui a duré 2 heures. Voilà en effet 2 pays qui ont engagé un bras de fer depuis 3 ans et qui soudainement semblent prêts au dialogue. Les États-Unis et le Nicaragua se sont mis d'accord hier soir pour organiser des réunions de hauts fonctionnaires au cours des prochains mois. Voilà 2 pays qui s'accusent mutuellement de favoriser la guerre en Amérique centrale et qui affirment en même temps être favorables à des discussions régionales, à toute proposition pour ramener la paix dans cette région du monde. La démarche a de quoi surprendre, sauf si on la replace dans le contexte actuel et plus particulièrement dans les grandes manœuvres de la diplomatie américaine avant les élections du mois de novembre. Jusqu'à présent, en effet, pour bon nombre d'Américains, Ronald Reagan est surtout l'homme de la puissance militaire, celui qui pourrait entraîner les États-Unis dans un conflit en Amérique centrale. La visite de George Shultz à Managua, comme les déclarations plus conciliantes vis-à-vis de l'Union soviétique il y a quelques jours, vont donc dans le même sens. Ronald Reagan veut démontrer qu'il est aussi le dirigeant d'une superpuissance ouverte au règlement politique des problèmes. Du reste, pour illustrer cette volonté de changement de l'image du président américain, au moment où George Shultz rencontrait à Managua Daniel Ortega, on apprenait que la Chambre des représentants et le Congrès américain étaient sur le point de parvenir à un accord sur une aide supplémentaire de 21 millions de dollars aux antisandinistes, c'est-à-dire les adversaires du régime nicaraguayen. Parmi les chefs de file des antisandinistes, Eden Pastora, blessé mercredi dernier dans un attentat. Eden Pastora est maintenant au Venezuela et selon lui, ce sont des journalistes suédois, peut-être des agents de la CIA, qui seraient les auteurs de l'attentat qui a fait 7 morts et 28 blessés. Le secrétaire d'État américain George Shultz arrive ce soir en Irlande où il rendra compte de ses entretiens latino-américains au président Reagan. Le président Reagan, lui, est depuis hier soir sur la terre de ses ancêtres. Il a eu droit aujourd'hui à Galway, à la pluie, au folklore et aux manifestations. Pierre Alain.
Cornemuse et folklore pour la première étape du retour aux sources de Ronald Reagan. Arrivé hier soir à Shannon, en République d'Irlande, le président américain qui doit se rendre demain dans le village berceau de sa famille s'est présenté comme un arrière-petit-fils de l'Irlande. Il a dénoncé le terrorisme en Irlande du Nord britannique et souhaité la réconciliation entre catholiques et protestants. Le chef de la Maison-Blanche doit passer 3 jours en Irlande, un voyage dont le caractère politique paraît évident quand on sait qu'il y a aux États-Unis près de 40 millions d'électeurs originaires de ce pays. Dans sa voiture blindée et sous la protection d'un service d'ordre impressionnant, Ronald Reagan s'est ensuite rendu à l'université de Galway, où quelques centaines de manifestants l'attendaient pour protester contre la politique américaine en Amérique centrale et contre la course aux armements. La défense de l'Europe et le désarmement seront les thèmes du discours que le président américain doit prononcer lundi à Dublin, avant de se rendre en Normandie pour les cérémonies commémoratives du débarquement. Et quelques 200 personnes ont manifesté cet après-midi à Caen leur hostilité à la politique du président Reagan et à sa venue en Normandie le 6 juin prochain. La Normandie se prépare depuis des semaines déjà à accueillir les milliers de personnes de plusieurs nationalités, souverains, chefs d'État et de gouvernement, anciens militaires, journalistes et curieux, qui vont à leur tour, 40 ans après les libérateurs, débarquer sur les plages normandes. L'ambiance dans la région vue par François Cornet. Rien ne manquera à cette reconstitution du 6 juin 44 sur les côtes normandes. On a même raccroché sur le clocher de Sainte-Mère-Église le parachute de John Stell, l'un des premiers Américains largués au-dessus de la France au soir du 5 juin. Au musée, on a toiletté pour la circonstance le C-47 du colonel Young, 40 ans après, en parfait état de marche, le vieux Dakota. Bref, chacun ici se sent concerné par ces cérémonies du 40e. Le pâtissier du village a reproduit le célèbre avion largueur du 43e groupe de transport de l'US Air Force. Dans les bistrots, les touristes boivent du Calvados. Le Calvados que l'on offrait au GI en Normandie lorsqu'ils demandaient de l'eau. Popol, lui, le patron, propose à ses clients à Porto cuvée 44. Il n'a pas beaucoup d'acheteurs, un peu cher peut-être Popol. Anglais, belges, néerlandais, tout simplement français, préfèrent décidément rester au Calva. Enfin, c'est quand même la fête à Sainte-Mère. 6000 fleurs en papier dans cette couronne commémorative. Le vieux Sherman, repeint pour la 17e fois, sans oublier la célèbre borne 0. Alors c'est le jour le plus long pour vous aujourd'hui? Presque. C'est presque la semaine la plus longue. Hein. C'est presque la semaine parce que depuis quelques jours, là, ça tourne. Hein. La célèbre petite église, elle aussi, prépare les cérémonies du 6 juin. Parée d'un orgue tout neuf, la chorale de Sainte-Mère chantera demain la mémoire des 12 000 soldats alliés tombés sur les plages normandes au premier jour du débarquement. Les vétérans de cette page d'histoire sont déjà arrivés en Normandie. Je me souviens surtout de l'invasion, de cette invasion et de l'accueil des Français. À Romanche, au Maha-Utah, des noms entrés dans l'histoire, comme ceux des morts ou des survivants de cette grande aventure. Qu'est-ce qui a débarqué ici? Les Américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? La guerre. Et pourquoi est-ce qu'ils venaient faire la guerre ici en France? Les adultes, eux, savent et n'ont pas oublié. Je pense que même 100 ans après, il faut se souvenir de ceux qui nous ont libérés des Allemands pour retrouver la liberté. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues mercredi prochain sur les lieux du débarquement pour se souvenir de tous ceux qui, un jour de juin 44 sur les plages normandes, ont changé le cours de l'histoire.
S'adressant à la Fédération nationale des déportés, internés et résistants réunis en congrès à Saint-Étienne, le secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean Lorrain, a dénoncé cet après-midi la désinformation et les faussaires de l'histoire, incriminant en particulier ceux qui tentent de banaliser le fascisme. La banalisation du fascisme, c'est l'un des reproches entendus par le maire adjoint de Bayeux, qui, vous vous en souvenez, avait remis la médaille de la ville commémorant la victoire alliée à un ancien général allemand des Waffen-SS, à l'initiative des élus municipaux de la majorité. Le maire adjoint est apparenté UDF. Quelques 200 personnes, vous l'avez vu, ont manifesté cet après-midi à Bayeux contre ce geste. Ils se sont recueillis devant le monument des déportés. Dans le calme et la tolérance qui caractérisent la plupart du temps les manifestations outre-Manche, des milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui dans un parc londonien pour dire leur réprobation de l'apartheid et leur désaveu d'une visite officielle. Pour la première fois depuis 23 ans, un Premier ministre d'Afrique du Sud est en effet en visite à Londres. Le Premier ministre britannique a reçu Peter Botha pendant près de 5 heures. De Londres, Philippe Arroy. M. Botha a fait une arrivée plutôt discrète ce matin à l'aéroport d'Heathrow, d'où il est reparti immédiatement en hélicoptère pour la résidence de Chequers. C'est là que Mme Thatcher l'a reçu pour un déjeuner de travail. Le Premier ministre britannique avait bien pris soin de rappeler depuis plusieurs jours que le fait de recevoir M. Botha ne signifiait en rien une modification de sa politique de condamnation de l'apartheid. Il n'empêche, la visite, pour la première fois en 23 ans d'un Premier ministre sud-africain, est perçue par la communauté noire de Londres comme un camouflet. D'où l'organisation cet après-midi d'une vaste manifestation de protestation à l'appel des mouvements anti-apartheid, mais également de syndicats et d'organisations politiques, dont le Parti travailliste et le Parti libéral. Entre 15 000 et 20 000 personnes ont défilé pacifiquement dans le centre de Londres. Le président du mouvement anti-apartheid a vivement mis en cause le gouvernement britannique qui reçoit, a-t-il dit, l'architecte de l'apartheid, un homme qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes en Angola et en Namibie et à tuer des milliers de Noirs. Une pétition ayant recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures a été remise au 10 Downing Street à l'intention de Mme Thatcher. À Paris, une centaine de personnes ont manifesté eux aussi contre la prochaine venue en France de Peter Botha. Le Premier ministre sud-africain, qui ne sera pas reçu officiellement, se rendra jeudi prochain dans la Somme pour poser la première pierre d'un musée commémorant la participation de l'Afrique du Sud aux 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, Londres, hier la Suisse, avant-hier le Portugal. C'est une tournée minutieusement préparée et longuement négociée que le Premier ministre sud-africain effectue en ce moment en Europe pour tenter de briser l'isolement de son pays. Un effort qui accompagne la politique d'adaptation qu'il cherche à imprimer à l'Afrique du Sud. Jean-Marc Ilouz. Peter Willem Botha, 62 ans, Premier ministre de la République sud-africaine, nationaliste austère et conservateur, est d'abord un afrikaner, c'est-à-dire un descendant des colons hollandais qui constitue aujourd'hui un peu plus de la moitié de la minorité blanche au pouvoir en Afrique du Sud. 5 millions de blancs qui gouvernent ou administrent 17 millions de noirs et 3 millions d'asiatiques et de métis au nom de l'apartheid, officiellement système de développement séparé des races, en fait, politique de ségrégation raciale qui interdit entre autres aux non-blancs le libre choix de leur domicile, comme à ces noirs contraints ici d'abandonner leur foyer pour rejoindre les régions qui leur sont assignées. Politique raciste qui vaut à l'Afrique du Sud une réprobation unanime, mais sur le plan moral seulement. Les pays africains ne peuvent se passer de ces richesses agroalimentaires, les pays développés ignoraient ces trésors de matières premières stratégiques. Et si depuis 1977, la France ne fournit plus de nouvelles armes à l'Afrique du Sud, nos investissements industriels y restent très importants dans le pétrole, l'automobile ou le nucléaire. Suprême paradoxe, grâce à sa puissance économique et militaire, l'Afrique du Sud vient de signer très officiellement avec ses 2 grands voisins marxistes, Mozambique et Angola, des accords de non-agression. M. Botha espère ainsi priver de tout appui extérieur la lutte clandestine des nationalistes noirs, responsables d'attentats ou de sabotages en Afrique du Sud même.
parce qu'il a fait adopter récemment un très timide amendement au seul bénéfice des Asiatiques et des Métis. Le Premier ministre sud-africain a tenté en Europe de rendre l'apartheid plus présentable. Même si les affaires restent les affaires, Peter Botha, l'africanaire, aura peu convaincu. Un coup d'épée dans l'eau du golfe Persique. L'Iran qualifie de nulle et non avenue la résolution adoptée hier par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui exigeait que l'Iran cesse d'attaquer les pétroliers dans le Golfe. 3 avions militaires se sont écrasés à peu près en même temps hier soir en Allemagne fédérale. 2 Fantômes F-4 américains et un Mirage français se sont écrasés à 3 endroits différents sans faire de victimes civiles et leurs équipages ont réussi à s'éjecter à temps. L'accident le plus étrange est celui du Mirage français. Jean-Marc Dubois. Ce Mirage 5F, en effet, a parcouru plus de 150 km, seul, sans pilote, avant de s'écraser hier près de Karlsruhe en Allemagne fédérale. Sur son passage, l'avion a complètement dévasté des bâtiments agricoles et labouré le sol sur plusieurs dizaines de mètres. Heureusement, à l'endroit de la chute, il n'y avait personne. Hier, le Mirage 5F de la base de Colmar effectuait des exercices d'entraînement, lorsque tout à coup, le pilote aperçoit des flammes à l'arrière du moteur. Il fait aussitôt fonctionner son siège éjectable et tombe près de la frontière allemande, mais l'avion, lui, continue tout seul. Tout de suite, un chasseur décolle à sa poursuite. Ayant atteint une zone peu peuplée, il tire sur l'avion fou. Sans pilote, le Mirage a quand même volé plus de 150 km avant de s'écraser. Le Mirage 5F est un chasseur déjà relativement ancien. Il a été vendu dans de nombreux pays. C'est un appareil considéré comme très fiable. Une enquête vient d'être ouverte pour connaître les causes exactes de cet étrange accident. Jean-Marc Biézer s'est bien suicidé comme son complice. Biézer est ce garçon de 18 ans qui, avec Henri Gruffat, près d'Annecy, le 17 mai dernier, avait été surpris au cours d'un cambriolage et avait tué 2 personnes, dont un gendarme. L'autopsie pratiquée à Annecy sur le cadavre de Biézer, retrouvé mort après une gigantesque battue, l'autopsie confirme le suicide. Retournons maintenant à l'actualité sportive avec la Formule 1. Demain après-midi à Monaco, c'est le Français Alain Prost sur McLaren qui occupera la pole position sur la grille de départ du Grand Prix. Alain Prost, qui est en tête du championnat du monde des conducteurs, a nettement dominé la dernière séance d'essai. Henri Bodiguel. La plupart des temps réalisés avant-hier ont été, comme on pouvait s'y attendre, largement améliorés cet après-midi. Et un tête-à-queue effectué à Sainte-Dévote n'empêchera pas René Arnoux de partir demain en 2e ligne. Il sera placé juste derrière Alain Prost, auteur sur sa McLaren de la pole position, avec un temps sensationnel et inférieur de 2 secondes pleines par rapport à l'an dernier pour la même pole position. À côté d'Alain Prost se trouvera la Lotus Renault de Nigel Mansell, toujours très à l'aise ici à Monaco. Mansell qui partira devant les 2 Ferrari de René Arnoux et Michele Alboreto. La 3e ligne sera entièrement en Renault, avec dans l'ordre Derek Warwick et Patrick Tambay, ce dernier ayant été gêné indirectement par l'accident dont a été victime Martin Brundle sur Tyrrell, accident heureusement sans gravité. Guy Ligier est également satisfait puisque De Césaris réalise le 7e temps. Il précède Niki Lauda qui n'a pu exploiter au mieux ses pneus de qualification cet après-midi. Quant à Alain Prost, son équipier, il se montre plutôt confiant pour la course de demain. Je pense que j'aurai pas loin de la même puissance demain en course. Donc, mais il faut faire attention, il ne faut pas en mettre trop non plus. Parce que premièrement pour les pneus, on a beaucoup de... Les roues arrière patinent beaucoup en sortie de virage et pour les transmissions et les boîtes de vitesse. Car le circuit est assez bosselé, en sortie de virage ferré, on peut avoir des problèmes de transmission. Et pensez-vous que physiquement la course sera très dure demain? C'est toujours très dur ici, de plus en plus difficile parce qu'on va de plus en plus vite et c'est la course la plus difficile physiquement. Bernard Hinault en meilleure forme. À un mois du Tour de France, le champion breton a montré dans la 6e étape du Dauphiné libéré aujourd'hui qu'il n'était pas au bout du rouleau. Dans cette étape de montagne de la Chartreuse, avec 5 cols au programme, Bernard Hinault avait retrouvé en partie son coup de pédale. Ce n'est que dans les derniers kilomètres de l'ascension du col de la Charmette que Bernard Hinault a laissé filer le Colombien Rodriguez,
qui a remporté l'étape avec 1 minute 39 d'avance. Au classement général, Rodriguez est premier avec 3 minutes et 52 secondes d'avance sur le deuxième qui est Hinault. Rugby, finale du Challenge Yves du Manoir cet après-midi à Bayonne. Narbonne a battu le Stade Toulousain 17-13. C'est une course prestigieuse, l'une des grandes courses de la saison hippique qui aura lieu demain à Chantilly, le prix du Jockey Club. Pierrette Bresse nous dit ce qu'elle en pense. Au programme de sélection des poulains de 3 ans, le prix au quart est l'une des poules les plus importantes. Cette course préparatoire au prix du Jockey Club a confirmé la grande classe de Darshan que l'on voit gagner ici. Le prix du Jockey Club qui se court demain après-midi est le point de mire de tous les propriétaires éleveurs. Non seulement parce qu'il y a 1 million de francs à gagner, mais surtout parce que le poulain vainqueur de cette grande épreuve classique qui se dispute sur 2400 mètres devient de ce fait le chef de file de sa génération. Et il est bien évident que sa valeur d'étalon se comptera alors en millions de dollars. Cette année, François Boutin n'a essuyé que des déceptions avec ses meilleurs chevaux. La forme n'est pas dans son écurie actuellement. Pourtant, il espère conjurer le sort avec Majuscule et Long Mick. Quel est son préféré? C'est Long Mick qui, lui, s'améliore à chaque sortie. C'est un cheval très dur, malheureusement qui n'aime pas tellement le terrain lourd. Aujourd'hui, ça se présente plutôt mal. Mais lui, je pense qu'il va courir, il n'y a pas de problème. Majuscule, il va bien dans tous les terrains. Lui, Majuscule, c'était un problème de distance, mais son programme jusque maintenant était le Jean Prat, 1800 mètres dimanche prochain. Mais ses origines, il a des origines pour la tenue, et il a travaillé, il a fait 2000 mètres ce matin, bien. J'étais content dans son travail, et c'est pas impossible qu'on prenne la décision de courir le Jockey Club, si Tiki ne veut pas courir. Mes chevaux sont bien, il suffit d'avoir un peu de chance. Mais apparemment, je pense pas qu'on puisse battre un cheval comme ça. Tout à fait à droite de l'écran, casaque bleu, damier blanc, toque bleu, nous revoyons Dahar gagner le prix Lupin. Et sur ces images, voici maintenant le pronostic que je vous propose dans le prix du Jockey Club, qui servira de support au pari tiercé. Mon favori sera Darshan, le numéro 2, suivi de Dahar, le numéro 8, et Carrielor, le numéro 15. Ensuite, Rainbow Quest, le numéro 1, Sladerswells, le 13, Majuscule, le 9, Truculent, le 16, et Sombreval, le numéro 18. Il y avait aussi un tiercé à Auteuil aujourd'hui. À l'arrivée, le 4, le 14 et le 8. 5 francs placés dans l'ordre rapportent 6 253 francs et dans un ordre différent, 1197 francs. Retournons maintenant, comme prévu, à Roland-Garros pour savoir si Thierry Tulane a tenu bon face au Suédois Wilander. Roger Zabel. Roger Zabel que l'on n'entend pas. Et on vient manifestement de voir la balle de match. Voici la balle de match. Wilander retrouvera en 8e de finale l'Espagnol Aguilera, révélation de la saison dernière sur terre battue. Donc Tulane est éliminé. 6-2, 6-2, 6-4. Parlons maintenant du temps de demain, Alain Gillot-Pétré. Bien écoutez, il sera moins mauvais que le pire, ce qui ne veut pas dire qu'il sera mieux que le meilleur. Je m'explique, regardez la photo satellite, il y a effectivement cette zone de nuages-ci qui a commencé à donner des orages et qui était annoncée par la météo nationale. Seulement, cette zone sera quand même moins méchante qu'on pouvait le penser. Elle va s'évacuer vers le nord demain, elle passera du sud-ouest au nord. Cela dit, les orages pourront être très violents, surtout c'est la versant sud des reliefs et notamment les Cévennes. Après, vous voyez, ça va un peu s'arranger. Regardez la carte de demain. Donc, nous avons d'abord cette zone nuageuse extrêmement étroite qui donnera de la pluie discontinue, mais surtout en fin de journée des orages qui iront donc du sud-ouest au nord et le tout grimpant comme ceci, car les vents de sud seront forts à très forts sur les côtes de la Méditerranée. Des orages sont possibles ailleurs, sur l'est du pays, après que les résidus pluvieux d'aujourd'hui se seront évacués sur l'est, tandis que sur l'ouest, eh bien, ce sera plutôt du beau temps. Donc, dans l'ensemble, si vous voulez, c'est un temps plutôt couvert, avec des éclaircies, et surtout en fin de journée, des orages. Un temps très lourd aussi, regardez les températures, elles montent encore, 16 à 21 degrés sur la moitié nord, 20 à 22 degrés sur la moitié sud, mais compte tenu de l'humidité, vous aurez donc une impression de
de lourdeur, un peu désagréable. Demain, dimanche 3 juin, pas de minute de soleil en plus ou en moins, c'est la première fois que ça arrive depuis le début de l'année. Levé 5h50, coucher 21h47, c'est la Saint-Kévin ou Kévin. Enfin, les conseils de Bison Futé pour les retours de demain, avec une diapositive. Voilà, en Île-de-France, l'arrivée défavorable sur l'Île-de-France est entre 15h et 24h, mais surtout entre 15h et 21h. À 23h30 ce soir, le dernier journal vous sera présenté par Jacques Segui qui recevra avec France Roche le comédien Gérard Jugnot pour parler de son dernier film. Demain, 12h45, antenne de midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h et pour nous quitter, quelques images qui vont nous faire voler, des images du Grand Prix de Paris du LM filmées par Pierre Lambert. À demain, très bonne soirée.